Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Ma Santé 2022 du BLDAI Santé Sociale, décryptage et conseils pour bien se préparer. Quelques indications avant de démarrer cet atelier. La première, nous sommes sur un événement 100% digital. Une deuxième indication, cet atelier va se dérouler de la manière suivante, une demi-heure de présentation suivie d'un temps de questions-réponses. Au niveau de l'équipe d'animation sur cet atelier, cet atelier sera co-présenté par Florence Mathieu, chef de produit gamme administrative du patient et chef de produit gamme administrative du résident, et moi-même, Mireille Dufal, chef de marché au sein de la Product Line Santé Sociale. Nous serons accompagnés par Franck Sanchez, directeur adjoint de la Product Line Santé Sociale, et Benjamin Souvignec, ingénieur d'affaires sur les régions Ouest, en charge de la production de ce live. Le déroulé de cet atelier, donc on va passer un petit peu de temps sur la feuille de route du numérique en santé. On parlera ensuite du Ségur, de la convergence de Berger-Levrault, puis je laisserai la main à Florence pour vous faire un focus sur le référentiel socle du moment, l'identité nationale de santé. La feuille de route du numérique en santé. Donc, cette feuille de route du numérique en santé, elle nous a été présentée en avril 2019 par Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Elle tourne autour de 5 grandes orientations, 30 actions qui sont étalées de 2019 à 2022, d'où le nom Ma Santé 2022. Et l'ambition de cette feuille de route est de mettre le numérique au service du parcours de santé des usagers et des professionnels de santé qui les prennent en charge. 5 grandes orientations, la gouvernance, la sécurité et l'interopérabilité, des services socles, des plateformes nationales numériques de santé et un soutien global des acteurs. Ma Santé 2022 est très souvent représentée par la maison de la e-santé qui pose en fait le cadre de référence. Les pouvoirs publics nous mettent à disposition les outils pour pouvoir partager et échanger des données de santé en s'appuyant sur des référentiels socles et des services socles. On va détailler cette maison de la e-santé point par point. Donc d'abord les fondations de la maison de la e-santé, les référentiels socles mis à disposition par l'État. Donc on va retrouver ici des référentiels socles permettant d'identifier les acteurs. En tant que citoyen, je serai identifié par l'identité nationale de santé, l'INS. En tant que professionnel, je serai identifié par le RPPS+. En tant que structure, je serai identifié par le FINES+. On trouve également des outils pour authentifier ces acteurs. En tant que citoyen, je pourrais m'authentifier avec France Connect ou par la dématérialisation de la carte vitale, la PCV. En tant que professionnel, je pourrais m'authentifier par ProSanté Connect ou dans sa version dématérialisée, la ICPS. Ensuite, pour protéger les données, l'État met à disposition un certain nombre de documents de référence, donc tout ce qui est HDS, hébergement de données de santé, et tout ce qui est PGSSIS, la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé, qui vont nous apporter un éclairage sur toute la traçabilité à mettre en application dans nos services numériques, mais également dans le cycle de vie des documents. Ensuite, pour pouvoir communiquer, il va falloir se baser sur un langage compris par tous, un langage commun. Donc pour ça, l'État met à disposition le serveur multiterminologique avec une trentaine de terminologies, complétées par les NOS et les MOS, les nomenclatures d'objets de santé et les modèles d'objets de santé, gérés par le Centre de gestion des terminologies de santé, le CGTS, et accompagnés d'un certain nombre de documents de référence, les cadres d'interopérabilité des systèmes d'information en santé qui, pour différents cas d'usage, définissent des spécifications fonctionnelles et des spécifications techniques pour permettre les échanges de ce type d'informations. Parmi les fondations communes, on va trouver également les services socles mis à disposition par l'État. On retrouve le dossier médical partagé, qui est là pour partager des données de santé à l'échelle nationale. Les messageries sécurisées de santé, qui vont permettre des échanges sécurisés de point à point. Les outils de coordination qui, au travers du programme e-parcours, vont permettre d'échanger de la donnée de santé à l'échelle d'un territoire.
et d'autres outils tels que la e-prescription qui permet la dématérialisation du circuit entre la prescription et la dispensation, entre la transmission de l'ordonnance et la prescription par les pharmaciens lorsque ces dispensations sont effectuées en ville. À partir du moment où les solutions numériques s'appuient sur ces fondations communes, référentiels socles et services socles, elles pourront être référencées dans des plateformes numériques nationales mises à disposition par l'État. Une plateforme numérique à destination des professionnels de santé, le bouquet de services, à gauche dans la maison en jaune, et une plateforme à destination des citoyens, l'espace numérique de santé, à droite dans la maison en vert. Une troisième plateforme sera mise à disposition par l'État. On vient de dire que nous allons tous travailler avec des langages communs, compris par tous. Donc, on pourra anonymiser ces données et s'en servir au niveau de la troisième plateforme, qui est le Heal Data Hub, comme retour d'expérience, de manière à tous progresser collectivement. Cette maison de la e-santé, elle est également accompagnée de petits nuages qui sont là pour rappeler que l'État régule, soutient et favorise l'innovation. Parmi les outils mis à disposition par l'État, il y a des outils d'évaluation tels que l'outil Convergence, qui a été mis à disposition d'abord des régions, puis des industriels, et qui sera mis à disposition incessamment sous peu des établissements, dont l'objectif est d'évaluer la conformité des solutions et de se projeter, de mettre en place des roadmaps pour converger vers l'attendu. Parmi les outils d'évaluation, nous avons également, depuis la fin de l'année dernière, un outil de test pour toute l'interopérabilité, tous les connecteurs d'interopérabilité qui a été mis à disposition à l'échelle nationale, Gazelle. En termes d'innovation, les pouvoirs publics ont lancé la plateforme Genius. Ils ont également lancé des appels à projets, tels que l'appel à projet Structure 3.0 dédié au secteur du médico-social. L'État soutient également les acteurs sur le marché sanitaire avec le programme Hôpital ouvert son environnement sur le marché sanitaire et le programme ESMS numérique sur le marché médico-social. Beaucoup d'engagements également en termes de formation, de nombreux webinaires mis à disposition de tous les acteurs, des assises citoyennes, les talents de la e-santé l'année dernière et un certain nombre d'instances telles que le Conseil numérique du numérique en santé, où les fédérations notamment peuvent participer. Après la feuille de route, le Ségur, donc juillet 2020, le Ségur. Le Ségur, ce n'est surtout pas une remise en question de la feuille de route. Bien au contraire, c'est une accélération de cette feuille de route du numérique en santé, puisque l'État rajoute 2 milliards d'euros pour renforcer le numérique. 600 millions d'euros dédiés au secteur médico-social sur 5 ans, et 1,4 milliard pour le rattrapage du retard sur le sanitaire sur 3 ans. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Ségur, c'est qu'on a une déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire qu'on est aiguillé sur les priorités. Et donc, parmi les chantiers prioritaires, on retrouve 2 référentiels socles. Le premier, l'identité nationale de santé, l'INS. Le second, l'authentification des professionnels par ProSanté Connect. Et 2 services socles qui permettent de partager et d'échanger de la donnée de santé, le dossier médical partagé et les messageries sécurisées de santé. On a également des indications sur le type de données à échanger. Donc, sur la partie haute du document, on voit que par secteur d'activité, on identifie clairement ce qui va être à échanger en priorité. Les comptes rendus de biologie structurée, les comptes rendus de radiologie, les documents de sortie pour l'hôpital, qu'ils soient publics ou privés, des documents spécifiques au secteur médico-social, tels que le dossier de liaison d'urgence, et des informations spécifiques à la ville, telles que les volets de synthèse médicale, les lettres de liaison et les prescriptions. Donc, par rapport à tout ça, que fait Berger-Levrault? Où en sommes-nous? Premier point, Berger-Levrault fait partie des industriels qui ont signé la charte engagée pour la e-santé. On a à aujourd'hui à peu près 400 industriels qui ont signé cette charte. Donc, signer une charte, c'est un engagement. C'est un engagement des pouvoirs publics, mais également un engagement des industriels qui ont signé cette charte. Les pouvoirs publics s'engagent à nous consulter, nous industriels, et à nous accompagner. Et nous, industriels, on s'engage à développer des systèmes d'information conformes aux exigences, à renseigner l'outil mis à disposition par l'État qui est Convergence, à utiliser les plateformes de test,
à participer aux expérimentations, à répondre aux concertations, à proposer au référencement des services numériques pour les plateformes numériques que sont le bouquet de services et l'ENS, à accompagner nos clients, à communiquer sur les actions que l'on entreprend en application de cette charte. Convergence, justement, nous avons donc, tel que l'engagement pris dans la charte, nous avons renseigné Convergence. Nous avons fait partie des industriels pilotes sur cet outil. Si vous voulez, vous pouvez consulter les résultats de ces publications, puisque ça a été mis à disposition par l'État mi-décembre. Sur le projet Structure 3.0, nous avons répondu à l'appel à projet. Donc, c'était un appel à projet dédié aux acteurs du médico-social. Sur l'appel à candidature Store ENS, nous avons également répondu à l'appel à candidature. En termes de formation, nous participons activement au webinaire de l'ANS. Nous avons, sur le chantier ESMS numérique, été retenus au niveau du marché RESA. Nous participons également aux task force du Ségur numérique organisé par l'ANS, notamment sur les task force dédiées à l'hôpital, qu'ils soient publics ou privés. Si on rentre un petit peu dans le détail des référentiels et services socles, sur le référentiel qu'est l'INS, nos GAP sont certifiés, FAC10, la gamme CIGEMS, BL Résidents sont certifiés. Nos DPI et logiciels de spécialité gèrent l'INS et nos connecteurs d'interopérabilité véhiculent les données INS. Sur le chantier hébergement de données de santé, Berger-Levrault dispose d'un data center hébergé en France, agréé hébergement de données de santé, et a scopé au niveau de sa roadmap la certification HDS pour la fin de l'année. Sur la partie interopérabilité, les cadres d'interopérabilité des systèmes d'information en santé, nous avons participé au Projectathon organisé par l'ANS en 2020 et on travaille actuellement en collaboration avec eux pour vérifier la conformité des volets que nous avons présentés au Projectathon. Pour la partie authentification par ProSanté Connect et ICPS, c'est scopé au niveau de nos roadmaps sur la globalité de nos applications de soins. Enfin, pour le dossier médical partagé, nos DPI ainsi que notre logiciel de spécialité Résurgence alimentent aujourd'hui le dossier médical partagé en documents non structurés. Notre roadmap 2021 prévoit l'alimentation structurée via Résurgence avec l'information de liaison à la sortie de l'établissement de santé et également une certification sur le profil de lecture sur les applications BL Soins et BL Santé Soins. Sur le chantier de l'e-prescription, Berger-Levrault est candidat à la phase d'expérimentation sur le marché médico-social. Et pour terminer, sur les messageries sécurisées de santé, nous sommes compatibles avec un certain nombre d'opérateurs, notamment Medimail et Novacom, Raptor sur BL Soins, BL Santé Soins et Expert Santé. Et nous allons aller vers une compatibilité API CRIP V2 sur notre roadmap 2021 d'ici la fin de l'année. Je vais passer la main à Florence pour vous faire un focus sur l'identité nationale de santé. Bonjour, je vais maintenant vous présenter le sujet concernant l'INS, notre garant pour le partage de l'information médicale en toute sécurité et en toute confiance. L'INS est un téléservice proposé par l'assurance maladie. C'est un nouveau matricule unique attribué à chaque bénéficiaire de soins. L'Agence du numérique en santé, l'ANS, vient de le renommer comme Identité nationale de santé, car au-delà d'un matricule, il intègre également les traits d'identité de la personne. Qu'est-ce que l'INS? L'INS est l'un des projets socles de la feuille de route du virage numérique de Ma Santé 2022 et du Ségur de la santé, comme vient de vous le présenter Mireille. Obligatoire au 1er janvier 2021, nos applicatifs GAP ont reçu leur homologation auprès du CNDA. Il est important de signaler que l'absence d'INS dans un dossier n'empêche pas la prise en charge de l'usager. À quoi sert l'INS? Il a pour finalité d'identifier de façon certaine un bénéficiaire de soins tout au long de sa vie. Contrairement au numéro de sécurité sociale, il est unique et pérenne. Il permet de faciliter les échanges et le partage des données de santé entre tous les acteurs du parcours de soins.
Seuls les acteurs de la santé et du médico-social impliqués dans la prise en charge de l'usager sont habilités à utiliser l'identité INS. D'où provient l'INS? Le matricule INS est le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le NIR, ou numéro d'identifiant d'attente, le NIA, pour les personnes en instance d'attribution. À partir du répertoire national d'identification des personnes physiques, le RNIPP, sont référencées les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sur la base des actes de naissance établis par les officiers de l'état civil, ou bien les personnes nées à l'étranger ou dans les collectivités d'outre-mer suite à leur affiliation auprès d'un organisme de protection sociale. Comme le numéro de sécurité sociale, le matricule INS est composé de 13 caractères et d'une clé de contrôle. Comment se crée puis transite l'INS? La GAP, gestion administrative du patient, est dite maître de l'identité. Elle seule a vocation à récupérer l'INS pour un bénéficiaire de soins, à le qualifier via l'identito-vigilance pour l'intégrer dans sa base de données. Le dossier patient, DPI, dit logiciel esclave, véhicule l'INS, tout comme les flux d'interopérabilité pour tout échange, laboratoire, établissement de santé, médecin de ville et autres. Seule une INS ayant le statut de qualifié pourra être véhiculée dans les différents échanges de données de santé. Quelques cas particuliers ne permettront pas la récupération de l'INS. Étrangers de passage, touristes, identité non vérifiée conformément aux procédures d'identito-vigilance ou en situation d'urgence, la récupération de l'INS pourra se faire a posteriori. Nos premiers clients sont déployés depuis le mois de décembre 2020. Nos flux HL7 sont également prêts pour véhiculer ce nouveau champ. Les téléservices de l'INSI. Il existe 2 téléservices mis à disposition par l'assurance maladie. Le premier dit de récupération. Il est obligatoire. Il permet d'accéder à la plateforme de l'assurance maladie via un connecteur, puis de récupérer l'INS pour l'intégrer dans la GAP. Le deuxième téléservice de vérification, il est facultatif. Il permet de vérifier dans le temps la valeur de l'INS intégrée en GAP. Les différents guides. Les développements ont été réalisés au fil de la parution des guides et référentiels. Suite au référentiel d'octobre 2020, nous avons repris nos développements pour intégrer le remplacement des traits d'identité récupérés, ainsi que les statuts et les attributs appliqués par la cellule d'identito-vigilance. Le téléservice numéro 1, récupération et intégration. Il y aura 2 étapes. L'accès au téléservice, puis la validation par la cellule d'identito-vigilance. Pour accéder au téléservice, vous devrez utiliser une carte CPS ou CPE nominative et au choix, utiliser la carte vitale du patient ou renseigner les traits d'identité, nom de naissance, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance. Puis deuxième étape, la cellule d'identito-vigilance a pour mission de vérifier l'exactitude des données retournées par le téléservice pour valider le statut du patient. Il en existe 4. Provisoire, le téléservice n'a pas été interrogé et l'identité n'a pas été contrôlée avec une pièce justificative. Le statut récupéré, le service a été interrogé mais l'identité n'a pas été contrôlée avec une pièce justificative. Validé, le téléservice n'a pas été interrogé mais l'identité a été contrôlée. Et enfin, le statut le plus important, qualifié, le service a été interrogé et l'identité a été contrôlée avec une pièce justificative. Seules les identités qualifiées pourront être transportées via les flux d'interopérabilité. L'ANS nous a informé que d'ici quelques semaines, un nouveau référentiel doit paraître. Il prévoit une authentification par certificat. Donc, nous attendons la parution du référentiel pour adapter nos développements. Le téléservice numéro 2 de vérification. Des modifications sur l'identité du patient peuvent survenir dans le temps.
Le responsable de traitement d'un établissement de santé aura pour mission de vérifier en masse les INS dans les 3 à 5 ans à compter de la date d'intégration de l'INS. Dans nos applicatifs GAP, nous avons planifié un développement permettant d'assurer la vérification de l'INS à tout moment. Enfin, la mise en place dans votre établissement. Avant l'installation du connecteur et de la fonctionnalité dans votre applicatif GAP, il est impératif de respecter les prérequis techniques et matériels homologués par le GIE Sésame Vital. Votre système d'exploitation et vos lecteurs de carte vitale doivent être répertoriés dans les listes diffusées par le GIE. Vous devrez également avoir accès à Internet. Cette liste de prérequis vous sera communiquée par notre service commercial avant toute installation. Une fois les prérequis validés et conformes, la mise en place de l'INS se fait en 2 étapes. Première étape, installation du connecteur, qui vous permettra d'accéder au téléservice de l'assurance maladie. Étape numéro 2, la mise en place de la fonctionnalité dans votre GAP. Une mise à jour de version sera effectuée comme d'habitude. Une nouvelle fonctionnalité apparaîtra dans le dossier patient avec le sigle de l'INSI. Afin de vous familiariser avec l'INS, un tutoriel de présentation est disponible via votre espace client depuis plusieurs semaines. N'hésitez pas à contacter votre service commercial pour tout complément d'information. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons reçu quelques questions. Je vais commencer par une question pour Mireille. Donc, est-ce que les solutions BL répondront à toutes les exigences de Ma Santé 2022? Et si oui, à quelle échéance? Alors, Berger-Levrault ayant renseigné Convergence, vous pouvez dès à présent consulter le degré de maturité de nos solutions sur le site de l'ANS en regardant les publications Convergence. Pour l'instant, nous sommes en train d'approfondir chaque item de la doctrine dans le but de scoper nos roadmaps, bien sûr, en tenant compte des priorités fixées par les pouvoirs publics, à savoir le Ségur et l'opposabilité. En tant qu'acteur engagé pour la e-santé, nous suivons et nous mettrons en œuvre les exigences attendues. Très bien. Une question maintenant concernant l'INS. Je m'adresse à toi, Florence. En tant qu'établissement, qu'est-ce que je risque si je n'utilise pas ou si mes solutions informatiques n'utilisent pas l'INS? Alors, l'INS est obligatoire parce qu'il est régi par un décret qui est sorti en 2019 et qui a pris effet au 1er janvier 2021. En termes de risque, il n'y a pas de risque au sens pénalité. En revanche, chaque établissement porte la responsabilité de l'utiliser et de garantir l'identité du patient. Une dernière question. Est-ce que Berger-Levrault accompagne ou peut accompagner les établissements dans la mise en place de toutes ces procédures et toutes ces exigences? Oui, absolument. Notre service commercial se tient à votre disposition pour vous expliquer toutes les modalités d'installation et vous donner la liste des prérequis. Et pour vous aider à utiliser la fonctionnalité dans votre applicatif, un tutoriel produit est accessible via votre espace client. Une nouvelle question. Donc le module qui s'adresse à la fois au service commercial, donc Benjamin, tu pourras certainement y répondre. Le module de traitement de l'INS est-il mis à disposition automatiquement dans les logiciels SIGEMS dans le cadre d'une mise à jour, ou est-ce que c'est une option qui doit être acquise par les établissements? Oui, tout à fait. Du coup, je me permets d'intervenir puisque c'est une question commerciale. Alors, c'est une prestation qui est soumise à devis. Vous pouvez faire la demande de devis directement sur votre espace client ou vous pouvez contacter votre commercial. Nous vous remercions tous pour votre participation active à cet atelier et vous disons à bientôt.